Nous allons maintenant au chapitre 20, celui des délibérations présentées par Nicole Michelbello. Il y a 2 délibérations. Je n'ai pas non plus de demande d'intervention, donc je passe au vote avec une disjonction puisqu'elle est souhaitée. Ah, je crois qu'il y a un doigt qui se lève et que Madame Morin souhaite intervenir, à moins que ce soit Madame Hardy. C'est une des 2. Oui, Monsieur le maire. Madame Morin, allez-y. Je souhaite intervenir sur la délibération 20.2 concernant la subvention de fonctionnement complémentaire au CCAS dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Je note que le CCAS a engagé, dixit, des dépenses conséquentes sur son budget de fonctionnement afin de pallier à l'urgence sur les établissements qu'il gère, notamment les EHPAD, en fournissant les équipements nécessaires. Alors, en effet, après une période où les stocks de masques étaient gérés par les Prus, une nouvelle stratégie instaurée en 2013, alors je cite, par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui relève du Premier ministre, avec la publication d'une note intitulée « Doctrine de protection des travailleurs face aux maladies hautement pathogènes à transmission respiratoire », avait prévu que désormais, le stock national géré par les Prus concerne uniquement les masques de protection chirurgicaux à l'attention des personnes malades et de leurs contacts, tandis que la constitution de stocks de masques de protection des personnels de santé, notamment les masques FFP2 pour certains actes à risque, sont à la charge des employeurs publics et privés. Alors, comment se fait-il que le CCAS de Toulouse ait dû acquérir en urgence les équipements nécessaires alors qu'il était en charge, en tant qu'employeur, de constituer les stocks nécessaires? À quelle date les premiers équipements sont-ils arrivés dans les EHPAD et les établissements du CCAS? Combien y a-t-il eu de personnes contaminées dans les établissements gérés par le CCAS? Parmi celles-ci, combien de membres du personnel et combien de personnes accompagnées? Merci Madame. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur ces délibérations du chapitre 20? Il n'y en a pas, donc je vais donner la parole à Nicole Michelbello pour éléments de réponse. Daniel Rouget éventuellement complétera. Je suis désolée. On est déjà au 22. Oui, oui. Au 22 20.2. Il faut être là quand les délibérations sont présentées et qu'on les présente. Je suis partie. Bon. Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas entendu votre question. Ce que je peux dire par rapport à la... En résumé, si vous voulez bien, madame, comment se fait-il que l'employeur que vous êtes et qui devait stocker des masques ne l'a pas fait et a dû commander en urgence des masques? Et je voudrais savoir combien y a-t-il eu de morts dans les EHPAD, combien y a-t-il eu de personnes malades, contaminées, d'une part parmi le personnel et d'autre part parmi les personnes accueillies. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Je n'ai pas les informations précises, donc ce que je vous propose, c'est de vous les faire passer. D'accord, mais vous pouvez peut-être me répondre sur votre responsabilité d'employeur? Et comment se fait-il que vous n'ayez pas constitué les stocks nécessaires? Madame Morin, plutôt que de faire les questions et les réponses, je propose d'écouter la réponse de l'élu qui s'occupe du CCAS. Pour des raisons formelles, c'est Madame Michelbello qui présente la délibération, mais sur le fond, le CCAS, c'est le champ de délégation de notre collègue premier adjoint. Donc il va vous donner les éléments de réponse, notamment sur les questions très importantes que vous venez de poser à l'instant. Bien, donc sur les questions que vous avez posées, donc il n'y a pas eu de déficit de protection au CCAS. Pendant la première vague du Covid, les questions ont été traitées en complémentarité avec la ville et les commandes ont été faites. Il y a eu, bien sûr, comme partout, en début de la période du Covid, des approvisionnements qui se sont déroulés dans les conditions que l'on a connues à la première vague.
Mais il faut rappeler que pour ce qui est de la première vague du Covid, il n'y a eu en EHPAD aucun patient qui a été atteint. Il faut quand même le souligner, il y a 890 personnes en EHPAD et la première phase du Covid n'a vu aucun résident en EHPAD qui ait été atteint. Il y a eu bien sûr à cette époque des agents qui ont été contaminés par le Covid. Il n'y a eu aucun décès non plus des agents, mais bien sûr des contaminations avec des traitements et des arrêts de travail. Pour ce qui est d'ailleurs, je vous le précise, la comptabilité des agents, évidemment, il y a la possibilité de connaître les agents qui sont dépistés, quand le dépistage est organisé dans les EHPAD normalement, mais aussi dans les crèches, dans tous les établissements du CCAS. Et donc de ce fait, dans ces cas-là, nous connaissons le nombre d'agents atteints. Seulement, les agents peuvent être aussi dépistés en dehors du CCAS par tous les moyens qui existent donc hors de l'établissement et être en arrêt de travail. Dans ce cas-là, bien entendu, on ne connaît pas la raison de l'arrêt de travail. Ça, c'est pour la première phase. À partir du mois d'août, il y a eu, tout le monde le sait, une deuxième phase de contamination. Et notamment, dans ce cas-là, le virus est rentré dans les établissements pour personnes âgées. Il y a eu 2 clusters. Un premier cluster qui a été à Saint-Exupéry, pour lequel il y a eu en particulier, je dis de mémoire, mais 3 décès. Différentes personnes ont été atteintes, une quinzaine environ. Et ce cluster a été refermé puisque, vous savez, en général, il faut 4 à 6 semaines pour refermer un cluster. Il faut prendre des mesures d'isolement, tout ça a été fait, bien entendu. Et la méthode qui a été développée, qui est intéressante, c'est une méthode qui prend en charge, bien sûr, les résidents dans les EHPAD, avec la particularité, puisque le CCAS était muni de cela, d'avoir des concentrateurs à oxygène, une quarantaine d'ailleurs, et un traitement par corticoïdes et par aussi anticoagulants. Et donc, de ce fait, ce cluster a été refermé, il n'y a plus de patients atteints à Saint-Exupéry. Il y a un deuxième cluster qui est bien sûr en cours, mais c'est connu, à Françoise de Vérinas, qui a eu jusqu'à 20 personnes atteintes. Il y a eu bien sûr des agents qui ont été concernés et qui en sont régulièrement dépistés. Ce cluster est en très bonne évolution. J'ai eu les chiffres récemment. Il reste, je dis ça de mémoire, je pense qu'il reste 5 personnes qui sont positives. Il y a eu 3 personnes décédées aussi. Je dis ça de mémoire, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est à peu près le niveau de comorbidité concernant cette EHPAD qui est en bonne phase évolutive. Les autres EHPAD ne sont pas concernés actuellement et il n'y a pas, je rappelle qu'il y en a 19 et donc de ce fait ne sont pas concernés par cela. Donc il faut dire, si on veut être parfaitement objectif, que si on compare les établissements, notamment de personnes âgées du CCAS, par rapport à l'ensemble des EHPAD, qu'ils soient publics ou privés, de la ville, du département, l'évolution est particulièrement de bonne qualité, avec une prise en charge qui est très bonne. Et tout cela avec, bien sûr, tous les moyens de protection. Et évidemment, pendant la deuxième phase, ils sont particulièrement adaptés, à la fois en termes de protection de surblouse, de gants, de masques et de gel hydroalcoolique. Comme vous le savez, pour avoir une information complète, lorsque l'EHPAD est en cluster, les visites sont interdites. Et lorsque c'est en dehors du cluster, les visites sont contingentées de la manière suivante. Lorsque les gens sont en soins palliatifs, eh bien, les visites peuvent avoir lieu dans les chambres. Et quand ils ne le sont pas, eh bien, les rendez-vous sont pris dans une zone particulière avec toutes les protections nécessaires. Et des rendez-vous sont pris pour qu'ils soient faits avec la distanciation nécessaire. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette question. Et bien sûr, la délibération qui nous a menés aujourd'hui, pour laquelle je ne pouvais pas la porter, bien entendu, est la prise en compte du travail remarquable des agents avec la prime qui a été, alors je vais le dire de mémoire aussi,
constituée est prise en suivant la même manière que ce qu'a décidé la ville de Toulouse, de manière à ce qu'il n'y ait pas de différence. Je dis de mémoire une prise en charge de l'ARS à hauteur de 450 000 €, une prise en charge du CD à hauteur de 100 000 € et une prise en charge de la mairie à hauteur de 890 000 €. Voilà à peu près ce qu'on pouvait avoir de précis sur cette question. Voilà. Merci, Madame Morin. Ah, pardon. Oui, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Néanmoins, vous ne répondez pas exactement et précisément à ma question initiale. Je vais donc la reformuler pour davantage de clarté. Je rappelle qu'en tant qu'employeur public, vous aviez l'obligation de constituer des stocks de masques. Or, vous me répondez ne pas avoir eu de problème et en même temps, vous me dites avoir dû attendre les livraisons. Donc, quand on constitue un stock, pour votre information, en général, on le détient. On n'a pas besoin de le faire livrer. Donc, j'aimerais savoir quel est le stock que vous déteniez au 16 mars, au début du confinement. Et quelle était la durée, combien de jours de stock vous aviez en volume et en nombre de jours de stock, de façon à savoir si vous avez bien rempli vos obligations d'employeur. Je vous remercie d'avance pour la réponse. Oui, alors Monsieur Rouget, puis Monsieur Chollet. Alors, ce que je peux vous dire de cette question, c'est que les commandes qui ont été faites au mois de mars dernier ont été communes avec la ville, et donc c'est le service des risques majeurs qui a pris en charge cette question, et cela a été fait de manière extrêmement cohérente. Est-ce que François, tu veux compléter? Oui, simplement pour dire qu'il n'y a jamais eu, à aucun moment de cette période Covid, de problème de stock au niveau de la ville, puisque le stock existait, il était constitué. C'est un stock, on parle du stock interne, hein, pas du tout de la distribution de masques à l'extérieur. Ce stock existait et la ville a fourni très régulièrement le CCAS, puisque les relations sont des relations filiales, j'allais dire. Donc il n'y a jamais eu de problème de stock. Ce que je peux dire, puisque lors de la première vague, dès le 15 mars, j'ai présidé personnellement tous les jours la cellule de crise. Et tous les jours, on nous a fait un point précis sur l'ensemble des établissements CCAS et tout particulièrement les EHPAD, bien évidemment. Et je peux vous dire une chose, Madame, c'est que nous avons veillé dès le premier jour, et c'était conforme à l'instruction que j'ai donnée, que notre stock de masques, constitué par définition avant l'épidémie, soit prioritairement affecté au CCAS. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, même si je n'ai pas les chiffres en tête, il n'y a eu aucun problème d'approvisionnement. Si vous permettez, Monsieur le maire, pour avoir une précision sur cette phase qui est très intéressante pour qu'on puisse voir cela, la phase de contamination du 12 mars au 12 juin, il y a zéro résident contaminé, il y a 4 agents contaminés, et donc le premier site de test généralisé a lieu début avril. Donc il n'y a sur cette phase vraiment, et pour la phase actuelle qui est très différente bien entendu, mais il n'y a vraiment aucune problématique qui puisse être ramenée. Il n'y a qu'à voir l'excellence des protections qui ont été réalisées au niveau du CCAS. Madame Morin? Oui, enfin, simplement, afin de ne pas prolonger, si vous avez l'amabilité de me donner une réponse très précise par écrit, donc en termes de volume et de nombre de jours de stock et de délai, même si nous avons, comme vous le savez, été très épargnés par rapport à d'autres régions. Il serait intéressant de savoir comment les obligations étaient remplies. Je vous en remercie. Pas de problème, on vous fera un courrier qui permettra de mettre en valeur, ainsi que vous le souhaitez, et je vous en remercie, la capacité d'anticipation de la mairie de Toulouse à ce sujet. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Il n'y en a pas, donc je vais mettre aux voix
les délibérations concernées avec une disjonction qui est demandée. Sur la première délibération, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. Sur la deuxième délibération, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.